Il y avait dans chaque département, il y aura une convention entre la justice, le ministère de l'Intérieur et l'Éducation nationale sur l'accompagnement des établissements, l'accompagnement des professeurs, chaque fois qu'il y a des faits de violence. Donc une circulaire conçue d'ailleurs par et avec le ministère de la Justice, qui sera prête ces jours-ci, qui sera diffusée ces jours-ci, et qui doit cadrer l'ensemble des éléments d'accompagnement que nous concevons de façon interministérielle lorsqu'il y a des faits de violence qui peuvent être physiques ou verbales d'ailleurs, vis-à-vis de nos personnels. L'école, ce sera désormais 3 grands cycles de 3 ans chacun, du CP jusqu'à la 3e. Premier cycle, CP, CE1, CE2, l'âge de la maîtrise du langage et de la langue française, avec un accent particulier mis sur l'oral. Parler, c'est aussi une activité qui s'apprend, c'est une activité cadrée, c'est une activité contrôlée. C'est très important pour les jeunes aujourd'hui d'apprendre à parler. Les élèves apprendront également dans ce cycle le code informatique. Deuxième cycle, CM1, CM2, 6e. Les élèves consolideront les apprentissages fondamentaux et feront une transition en douceur entre le primaire et le collège. Enfin, les élèves consolideront les apprentissages fondamentaux et feront une transition informatique. Les élèves consolideront les apprentissages fondamentaux et feront une transition en douceur entre fondamentaux et feront une transition en douceur entre le fondamentaux et feront une transition en douceur entre le primaire et le collège. Enfin, troisième cycle, 5e, 4e, 3e, le temps de la construction des compétences, mais aussi de la citoyenneté et du projet d'orientation. L'objectif, en fait, c'est de donner à chaque enfant le temps d'apprendre à son rythme. Un élève peut maîtriser la lecture presque à la fin du CP, un autre la maîtrisera simplement en CE1. L'important, c'est plutôt qu'à la fin du CE2, l'ensemble des élèves parviennent aux objectifs fixés. Cela permettra aussi aux enseignants de travailler collectivement et d'élaborer des projets en interdisciplinarité. Les changements qui leur seront soumis, une consultation par Internet sera organisée avant l'été. Et nous allons en développer autant que nécessaire pour répondre aux besoins, même si nous estimons ce besoin à 1500 et qu'il n'a pas vocation évidemment à aller plus loin, puisque toutes les autres mesures doivent nous permettre d'avoir, je l'espère, moins de poly-exclus dans les temps à venir. Mais en tout cas, pour ces poly-exclus, cette mesure sera évidemment décisive. Nous voulons responsabiliser les familles, et cela passe par un dialogue et par une vision personnalisée de ce qui se passe pour chaque élève. C'est pourquoi il est mis en place en cette rentrée un protocole d'accompagnement et de responsabilisation des parents. C'est aussi évidemment une des grandes innovations au titre de cette lutte contre la violence scolaire, c'est-à-dire qu'il y aura un contrat signé, un protocole plus exactement, signé entre l'inspecteur d'académie, dont vous voyez que le rôle est renforcé en ces matières, et les parents ou les représentants légaux de l'élève, pour s'entendre sur les voies et moyens de remettre l'élève sur le droit chemin. Ce sera des dispositifs éducatifs, par exemple l'inscription dans un système de soutien scolaire, la possibilité de rendre compte une fois par semaine ou même davantage des progrès réalisés par l'élève. En tout état de cause, un suivi très personnalisé et très volontariste. Mercredi 13h, c'est le moment pour le petit Adam de se précipiter vers son cours de capoeira dans un dojo parisien. Cette discipline combine art martial, danse et gymnastique. Aujourd'hui, cet hyperactif de 6 ans participe à son premier cours. C'est sa maman qui l'a inscrit. J'espère que ça va lui apporter un meilleur contrôle. Ça va améliorer sa concentration. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Ce qui me plaît, c'est de faire du sport et danser. De l'énergie, il en faut pour survivre. C'est-à-dire les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation se déploient sur la base de ce qu'étaient les SP. Et cela signifie, si nous avons insisté sur le N de national, que nous recherchons une certaine homogénéité, c'est-à-dire une certaine garantie de qualité pour l'ensemble des ISP et donc pour la formation. C'est une formation homogène de 800 heures sur tout le territoire, notamment insistant sur la transmission des savoirs fondamentaux pour les professeurs des écoles. Je ne reviens pas sur tous les détails que vous avez aussi dans le dossier, dont j'avais parlé pendant le vote de la loi. Et concrètement, ça signifie que les professeurs des écoles vont avoir de façon garantie une formation qui nous assure à tous que ce soit dans le domaine du français et dans le domaine des mathématiques en particulier, ce qui doit être connu l'est.
Je regarde le président du conseil scientifique en disant cela parce que ça signifie qu'on doit s'assurer non seulement avec les universités et les INSPE des maquettes, mais aussi de ce qui se passe en matière de ressources humaines dans les INSPE, et que surtout c'est la mobilisation de la communauté scientifique au sens national mais aussi international qui doit nous permettre d'être désormais, dans les temps qui viennent, à l'avant-garde de ce qui se passe en matière de formation initiale dans le monde. C'est à ce niveau-là que nous plaçons l'ambition. Très souvent, on se conçoit comme étant en retard. Désormais, et c'est un thème qui est porté par le président de la République, qui parle de puissance éducative, il y a, par exemple, certains pays qui commencent à imiter le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Il y a des pays qui sont intéressés par nos évolutions de la formation initiale des professeurs. Nos INSPE doivent être profondément internationaux, parce que la formation des professeurs, c'est un sujet mondial. Ça ne veut pas dire standardisation de l'éducation en France. Au contraire, nous allons affirmer encore plus nos particularités, nos spécificités. Mais parce que nous aurons de l'excellence scientifique à l'appui de cela. Et donc cet enjeu est essentiel. Mais il y a aussi, et c'est non moins important, la formation continue. Et c'est aussi un sujet de l'agenda social. Nous avons travaillé avec les organisations syndicales à un nouveau schéma directeur de la formation, qui est prêt, qui est là aussi le fruit du dialogue social de l'année dernière, et qui va insister sur la proximité, l'articulation entre formation initiale et continue, la diversification des certifications, le lien avec le monde académique. Toutes ces caractéristiques sont essentielles et ça doit nous permettre, au cours des prochains temps, c'est-à-dire de cette année 2019-2020, de garantir qu'un professeur, tout professeur qui le souhaite, bénéficie d'une formation continue. Et sur 3 années, on doit, en tant que professeur, avoir au moins bénéficié une fois d'une formation continue et éventuellement davantage. C'est cela qui va se déployer. Là aussi, les meilleurs systèmes scolaires du monde sont des systèmes où la formation continue est moderne et correspond à des besoins du terrain. Et on parle parfois de ce besoin d'entente accrue du terrain. J'entends cette attente et je la comprends parfaitement. Et ça se joue sur des sujets concrets. Les besoins qu'un professeur exprime en matière de carrière, c'est la GRH de proximité dont je parlais. Les besoins qu'un professeur exprime en matière de formation, c'est ce protocole sur la formation continue et qui est un progrès concret de cette rentrée. Donc il y a la formation continue et il y a aussi bien sûr la GRH de proximité. Et puis il y a le volet matériel, sujet dont on parle souvent bien entendu, et qui là aussi est évidemment un paquet essentiel de ce dont nous allons discuter de façon très approfondie avec les organisations syndicales. D'abord, il y a des choses déjà enclenchées. Je pense à la prime pour les personnels travaillant en REP+, c'est-à-dire environ 50 000 personnels. Vous le savez, l'année dernière, nous avions créé cette prime de 1 000 € conforme aux engagements présidentiels. Elle passe à 2 000 € en cette rentrée, qui s'ajoute aux 2 500 € environ qu'il y a comme prime déjà en REP+. Donc, travailler en REP+, aujourd'hui, c'est avoir 4 500 € de prime supplémentaire annuelle. C'est évidemment très significatif. Et cela permet de rendre attractif ces missions. Par rapport aussi à l'enjeu de mixité des générations de professeurs en REP+, le sujet dont on parle très souvent, autrement dit le fait qu'on ne doit pas avoir que des tout jeunes professeurs dans ces territoires, est évident que cette prime participe à cet objectif. Il y a aussi des mesures plus spécifiques, plus ciblées, qui contribuent à l'amélioration du pouvoir d'achat. Je pense aux heures supplémentaires et aussi à la défiscalisation, là aussi annoncée par le président de la République, qui évidemment a un impact sur le pouvoir d'achat des professeurs. Et puis plus globalement, des mesures universelles déjà décidées pour 2020, que ce soit dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR, dont nous nous sommes assurés de la réalisation budgétaire. On a donc 300 millions d'euros l'an prochain qui seront consacrés à cela. Concrètement, ça veut dire 300 € annuels de plus pour chaque personnel de l'éducation nationale de France. C'est quand même un point important. Et puis, il y a aussi, évidemment, ce qu'on appelle le tendanciel. Alors, c'est un mot parfois technique dans les discussions budgétaires, mais c'est environ 700 millions d'euros l'an prochain, et qui, évidemment, vont permettre de venir en appui au pouvoir d'achat des professeurs, notamment environ le tiers des professeurs qui, en une année, bénéficient d'une évolution de carrière. C'est donc, même s'il est trop tôt pour en parler, puisque le budget 2020 n'est pas voté, mais c'est un peu plus d'1 milliard d'euros qui vont venir au service de cette politique dès 2020. Mais nous devons avoir une vision pluriannuelle et une vision qui s'appuie sur ce que le président de la République et le Premier ministre ont dit sur ces sujets. Je voudrais citer le président de la République et le Premier ministre, si vous le permettez. Sur le président de la République, dans cette fameuse conférence de presse si importante pour le monde éducatif du 25 avril. Et là aussi, je voudrais de nouveau que Boucher-Avalé continue à avoir du goût. Le 25 avril, il a dit des choses essentielles sur l'éducation nationale. Et c'est très rare que dans une conférence de presse présidentielle, l'éducation tienne une place si importante. De même d'ailleurs que dans les agendas internationaux. Donc le 25 avril, il y a des choses comme ce que j'ai dit sur l'école primaire, sur les dédoublements, sur le fait que
nous allons vers un système où tous les élèves de France, tout territoire confondu, en grande section, en CP-CE1, ne seront pas plus de 24 par classe. Il avait dit sur le sujet donc, des retraités de la rémunération, et donc dès à présent, progressivement rebâtir, revaloriser ce métier essentiel à la République et à la vie de la nation, qu'est l'enseignant, le professeur, le maître. La République s'est construite comme ça. Et de toute façon, en vue de la réforme des retraites que nous aurons à conduire, il faudra revoir en profondeur et revaloriser cette profession. Ces phrases sont la base de ce que nous avons à faire en la matière et du dialogue social approfondi qui commence. Le Premier ministre a prolongé ce propos dans sa déclaration de politique générale du 12 juin, où il a dit « S'agissant des fonctionnaires, par exemple, dont les retraites sont calculées actuellement sur les 6 derniers mois hors prime, le nouveau mode de calcul sur l'ensemble de la carrière et sur l'ensemble de la rémunération devra nous conduire à revaloriser les profils de carrière de certaines professions. Je pense en particulier aux enseignants. » Enfin, hier encore, le président de la République s'est exprimé sur ce point. Encore une fois, on était en conclusion du G7, c'est pas forcément évident que ce soit à ce moment-là qu'on en parle. Il en parle, c'est pour dire que le sujet n'est pas marginal. Il y a certaines professions qui, si on fait les choses mécaniquement, seraient lésées, infirmières, aides-soignants, enseignants, c'est ce qu'il a dit hier soir. Nous avons donc parfaitement conscience de cela. Et quand je dis nous, c'est le président et l'ensemble du gouvernement. Et donc notre boussole sur ces sujets, ce sera évidemment que la réforme de retraite, qui est une perspective de long terme, qui va s'étaler dans le temps, et dont nous sommes au début de la conception, puisque le rapport de Levoy est un point de départ, la réforme des retraites va être l'opportunité de discuter sur un mode pluriannuel de l'évolution de la rémunération des enseignants, en étant conscient que des retards ont pu exister accumulés au cours des décennies, notamment en matière de primes, et c'est ce qui fait la différence avec d'autres corps de métier. Et c'est sur ce sujet que nous allons pouvoir travailler, mais en inscrivant tout cela dans ce que je disais au début, c'est-à-dire une vision du professeur au XXIe siècle. On a donc une opportunité historique de travailler tranquillement, j'insiste, tranquillement. On n'est pas dans une urgence, la réforme des retraites n'est pas pour demain matin. Ces sujets-là sont importants. Les premières mesures de valorisation de rémunération, elles ont lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon en 2020. Mais on a le temps, tout au long de l'année 2019-2020, avec les organisations syndicales, d'étudier cela. Et je le ferai évidemment en liaison très étroite avec Jean-Paul Delevoye, avec qui nous avons prévu tout cela. Et puis, évidemment, il y a le troisième volet dont je parlais en commençant, c'est l'enseignement au développement durable. Cet enseignement au développement durable, nous devons l'inscrire évidemment sur cette immense priorité pour l'humanité qui est l'enjeu de l'environnement, et aussi dans cette priorité nationale qui est pour nous, Gabriel Attal et moi, la question de l'engagement. Nous devons évidemment valoriser l'engagement de nos élèves. Ils ne demandent que ça, si je puis utiliser cette expression, nos élèves, et ce, dès l'école primaire. Et nous avons des systèmes éducatifs dans le monde qui font ça beaucoup mieux que nous. Et d'ailleurs, notre système éducatif a probablement fait ça mieux qu'aujourd'hui dans le passé. Nous devons retrouver ce sens de l'engagement, c'est-à-dire la mise en action des élèves pour quelque chose qui les dépasse, pour autrui et pour la planète. Et donc, ce que je vais dire maintenant sur l'engagement pour l'environnement, c'est à la fois le fruit de ce que nous disent les élèves et le fruit d'un besoin social, et je dirais même anthropologique profond, qui est le collectif. Finalement, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est l'individualisme, notre principal adversaire. Et c'est chez nos élèves, dès l'école maternelle, que nous devons commencer à enclencher cet esprit collectif, cette capacité à travailler à plusieurs. C'est ça aussi l'école de la confiance. Et donc, cette question de l'environnement est évidemment essentielle. Cette question de l'environnement, nous la travaillons là aussi depuis 2 ans fortement. Et l'an dernier, vous vous en souvenez, nous avons fait en sorte que la mobilisation des lycéens, qui était une mobilisation internationale, la mobilisation de la jeunesse,